Premier ministre François Legault, en direct de Paris, a accordé une entrevue à notre collègue Véronique Prince. Et ça a été l'occasion pour eux de faire le point sur le mi-mandat, parce que le gouvernement était à son mi-mandat cette semaine, et les sondages qui sont de moins en moins favorables à la CAQ. Alors, Sarah, donc, vous avez pu écouter cette entrevue. Oui. Et François Legault s'est confié notamment sur ses difficultés, quand même, les défis en tant que chef de parti au pouvoir, d'avoir un aussi gros caucus. C'est assez intéressant. Il a dit lui-même que c'est un gros défi de garder son équipe de 86 députés de bonne humeur. C'est comment il le dit. Bien sûr, tous ces députés ne peuvent pas être ministres. Il y a vraiment une équipe restreinte de ministres. Il en a parlé d'emblée dans cette entrevue exclusive, effectivement, qui a été accordée à notre collègue Véronique Prince. On sait que François Legault s'est rendu en France cette semaine, entre autres pour participer au sommet de la francophonie. Et dans l'entrevue, bien sûr, difficile de faire le point avec lui sans parler des départs cet automne. On sait Pierre Fitzgibbon, mais aussi le député de Saint-Jérôme, Yuri Chassin. François Legault dit comprendre l'insatisfaction de certains de ses députés qui sont plus ambitieux. Mais il le dit en même temps qu'il est très fier de son équipe de ministres. Il dit qu'elle est très forte. Il est même allé jusqu'à comparer son équipe avec le cabinet de René Lévesque de 1976. Alors là, on pense vraiment au Bernard Landry, Jacques Parizeau, Lise Payette. C'est quand même pas rien. Mais pour garder tous ces députés motivés, il dit prendre le temps, ajouter des caucus, des rencontres individuelles. Certains députés aussi ont des responsabilités d'adjoints de ministres. Alors, il s'assure vraiment que tout le monde se sent à l'aise dans ça. On va l'écouter. J'ai presque 50 députés, même un peu plus que 50, qui ne sont pas ministres. Il y en a une partie de ces 50-là qui auraient la capacité, la compétence. Comment je fais pour les motiver? C'est une grande question. Mais en même temps, je suis satisfait de mon Conseil des ministres. Je pense qu'on a une équipe d'étoiles, effectivement, dans différents secteurs. Il a mis l'accent aussi sur l'avenir avec son équipe d'étoiles. Bon, il est conscient que certains Québécois sont moins satisfaits de certaines des décisions qu'il a prises, bien sûr. Il parle d'un contexte difficile d'inflation, taux d'intérêt élevé. Mais lui, ce qui le motive, François Legault, ce sont les grands projets. Il est fier de son bilan économique. Il parle aussi de la réforme de la santé de Christian Dubé. On l'écoute à nouveau. Moi, je trouve ça tout à fait excitant quand on dit qu'on va doubler la capacité d'Hydro-Québec, qu'on est en train de bâtir des nouvelles filières comme la batterie. On va commencer à avoir des résultats en santé pour améliorer l'accès, surtout aux services de santé. Donc, moi, je suis optimiste là, pour les 2 années avant l'élection de livrer des résultats. Alors oui, il est optimiste et il compte se présenter pour un 3e mandat, mais même si l'appui des Québécois diminue, on parle beaucoup des sondages défavorables, ça ne le décourage pas. Je ne fais pas de la politique pour être populaire, je fais de la politique pour offrir des résultats. Puis je suis content de ce qu'on a fait jusqu'à présent, en particulier en économie. Je suis content qu'on ait augmenté le budget de l'éducation de 50 %. Ça ne donne pas des résultats à court terme. C'est dans 10 ans qu'on verra les résultats. Ma motivation est plus sur les résultats actuels puis à venir que sur les sondages. Alors, certains des membres de son équipe étoile risquent de partir. On sait ne pas se représenter pour un 3e mandat, mais Legault dit qu'il doit assurer la relève. Il le sait. Le texte complet de Véronique Prince est à lire en ligne, bien sûr. Absolument, oui. Un reportage qui va être diffusé en fin de journée. Merci, Sarah. À plus tard. Et c'est justement sur ces déclarations de François Legault qu'on va aller joindre nos analystes politiques. Yves Malo, Valérie Gaudreault, bonjour, vous deux. Bonjour. Bonjour. Alors, vous avez entendu Sarah, vous avez entendu François Legault et ses déclarations de cette semaine à Paris. Yves, j'aimerais vous entendre d'abord sur cette introspection du premier ministre québécois par rapport justement à sa volonté de garder le caucus motivé. Oui, bien, écoutez, j'ai eu l'impression qu'il essayait de se convaincre que tout va éventuellement bien aller, mais son introspection n'a pas l'air à se faire sur lui-même parce que, vous savez, depuis la rentrée parlementaire, c'est excessivement pénible et la personne qui commet gaffe après gaffe, bien, c'est François Legault lui-même. Il ne se passe pas une semaine au cours de laquelle il ne fait pas une déclaration malheureuse et où ses ministres doivent rétro-pédaler pour lui, corriger les faits. Alors, j'ai trouvé que, oui, sa réflexion sur
rendre son caucus heureux est excellente, mais je pense que ça manquait un peu d'introspection envers lui-même. Oui, bien là, je pense que vous parliez des déclarations, entre autres, sur l'immigration. On va y revenir dans quelques instants. Mais d'abord, Valérie, vous, pour ce qu'il a dit ce matin, constat lucide, à votre avis? Oui, c'est lucide, effectivement. En fait, ce que ça fait réaliser aussi, cette entrevue, c'est à quel point ça ne fait que... On est qu'à mi-mandat, hein? C'était jeudi 3 octobre, là, où on a atteint donc 2 ans, alors que ce mandat semble très long. Il n'est pas en fin de mandat du tout. Ce n'est qu'à la moitié. Moi, une des réflexions, ben, c'est qu'effectivement, il y aura peut-être d'autres départs avant... pour l'élection de 2026. Certains super ministres, peut-être, ne se représenteront pas. Ce qu'il faut espérer, par contre, c'est qu'ils ne quittent pas avant. Là, M. Chassin a fait quand même la part belle. Il a décidé, lui, de quitter sans quitter la politique, sans provoquer une élection partielle. Il y en a une qui s'en vient dans Terrebonne. Cette donne-là, cet optimisme, cette bonne humeur-là dont parle M. Legault, elle pourrait changer si on ajoutait, dans la prochaine année, imaginez une autre 2 ou 3 élections partielles qui, là, deviennent des indicateurs extrêmement souvent très dérangeants. On l'a vu à quel point les partiels peuvent chambouler un gouvernement. Alors, à la quantité de députés, s'il fallait qu'il en provoque, là, ce serait peut-être une donne différente. Mais effectivement, sur le reste, ben, il se parle beaucoup à lui-même, car il a, lui aussi, à éviter ce qu'il appelait, hein, rappelez-vous, les distractions. En janvier 23, il nous parlait de distractions. Un an et demi, en janvier cette année, alors près d'un an plus tard, il ne les a pas toutes évitées, les distractions. Oui. En tout cas, l'entrevue d'aujourd'hui n'a pas été une distraction, je pense, pour vous, Yves, par rapport aux déclarations de cette semaine. Lorsqu'il était à Paris et qu'il a demandé au fédéral de relocaliser la moitié des demandeurs d'asile du Québec, c'est une pente glissante, à votre avis? C'est plus que glissant, c'est savonneux à souhait parce que, vous savez, dire que le Québec reçoit trop d'immigrants temporaires, il peut très bien le dire. Dire que il faut dénoncer la lenteur du gouvernement Trudeau, jusque-là, ça va aussi. Mais dire qu'il faut forcer les gens à partir et dire que la Charte des droits, ce n'est pas sa responsabilité, ça, pour moi, c'est une aberration absolue. Parce que la Charte des droits, c'est l'affaire de tout le monde et des gouvernements, peu importe le niveau, et sur une base individuelle également. Alors, ce sont des propos très, très malheureux. Et comme je disais tout à l'heure, ça oblige toujours son entourage à réagir à ces propos, à corriger le tir, à tenter de dire que c'est pas nécessairement ça que M. Legault a voulu dire. Alors, ce procédé de remettre la pâte à dents dans le tube, c'est jamais très bon en politique. Oui, c'est ça, Jean-François Robert. Jean-Valérie qui a essayé ensuite de tempérer un petit peu en disant que personne n'allait être forcé de partir, qu'on n'allait pas déraciner des familles. Mais quand même, ça colle quand même, cette déclaration? Ça colle et ça va même au-delà de la joute politique, du bras de fer avec Ottawa. J'en étais à réfléchir. On a un premier ministre qui est à Paris, qui a un siège à proprement parler, un vrai siège au sommet de la francophonie, arrive avec des propos comme ça. Je pense à la population aussi. Est-ce que c'est le Québec qu'on veut? C'est pas des propos qu'on est habitué d'avoir, qu'on associe au Québec, qui est quand même une terre d'accueil. Alors, je sais pas, moi, je commence vraiment à me questionner sur cette obsession presque mono-sujet là, dont fait François Legault de l'immigration et des demandeurs d'asile. On comprend que c'est un combat de l'amener en plus sur la scène internationale, traîner nos chicanes dans les valises à Paris. C'est pas nécessairement l'image. Et je suis pas certaine, oui, les ministres qui doivent améliorer tout ça après coup, rétro-pédaler, mais au final, est-ce que les Québécois qui ont vu leur premier ministre se disent « Est-ce que je me reconnais dans ces propos-là? » Et je suis absolument pas certaine. Ah oui. Valérie, il y a eu un autre sujet aussi sur lequel François Legault a dû apporter certaines clarifications. C'est au sujet du tramway de Québec. Parce que là, quand il venait d'arriver en France, il a causé une petite commotion ici. Il a laissé entendre que l'appel d'offres allait peut-être devoir être refait. Oui, alors il y a une belle cohérence dans notre chronique ce matin parce qu'effectivement, tout est relié à certaines déclarations de M. Legault. Donc, il a évoqué, et c'est encore là, c'est la manière. Il était en point de presse, évoque ça à la toute dernière seconde du point de presse. Oui, en passant, on va peut-être devoir refaire l'appel d'offres rapidement pour les auditeurs. Bien, c'est... donc, Alstom, une entreprise donc, qui a un contrat depuis avril 2023. Maintenant que la Caisse de dépôt a un nouveau projet, il peut y avoir des modifications qui obligeraient une reprise d'appel d'offres. Ça peut aussi se faire par contrat seulement d'amendement.
Encore une fois, il aurait trop pédalé. Le lendemain, mercredi, il a dit « Ah, finalement, je suis confiant. » Mais moi, je parlais à des gens de l'Hôtel de Ville de Québec, à des gens un peu partout. Ça a été quand même une surprise d'entendre comme ça, avec cette espèce de, un peu comme Yves disait relativement, par exemple, à la charte, c'est-à-dire qu'il y a une forme de désinvolture. M. Legault lance comme ça des affirmations qui ont une onde de choc, qui provoquent de Qui sont l'inquiétude, déstabilisantes, et on c'est dirait ça. qu'il s'en détache. C'est ça qui est un peu... Et là, le lendemain, il dit, finalement, non, j'ai confiance. Bon, est-ce qu'il y avait une stratégie? Il en demeure pas moins que le contrat de tramway à Québec, le projet de tramway, il a besoin d'aller vite. On le sait, la perspective de l'élection de gouvernement conservateur qui a dit, M. Poilievre va dire, on ne mettra pas une scène dans le tramway. C'est un projet extrêmement important qui n'a pas le luxe d'attendre encore. On a même vu les élus de l'Assemblée nationale le jeudi faire une motion unanime pour réaffirmer qu'on veut donc cette phase 1 du projet. Mais encore là, encore M. Legault qui vient mettre un peu d'inquiétude à distance et devra répondre de tout ça là, de retour. On espère qu'on aura assez rapidement pour statuer là-dessus. Bien là, c'est ça, vous disiez ça presse, vous évoquiez Pierre Poilievre, parce que pendant ce temps-là, à Ottawa, ça brasse beaucoup, encore et toujours. Ça fait depuis la rentrée qu'on en parle, justement. Mais là, cette semaine, les ministres libéraux n'ont pas cédé à l'ultimatum du Bloc québécois. Ils ont voté contre la motion pour bonifier les pensions. Mais là, Yves, ça veut dire toujours plus de pression sur Justin Trudeau, sur les libéraux. Est-ce qu'il va y avoir une élection ou pas cet automne? C'est toujours pas clair. C'est un peu le supplice de la goutte, là, on dirait. Supplice de la goutte d'une certaine façon, parce que je vous le dis d'emblée, moi, des élections à l'automne, je C'est crois vrai que vous pas 2 l'aviez dit, secondes. vous. Pourquoi? Oui, parce que le Bloc québécois a placé la barre tellement haute avec ses exigences d'octobre, comme on pourrait les appeler, qu'on peut dire que la porte est fermée de ce côté-là. La survie du gouvernement Trudeau, ça passera pas par le Bloc québécois. Alors, ça passe par qui? Ça passe par le NPD. Et la grande question qu'il faut poser, c'est le NPD est-il prêt à faire tomber le gouvernement avant que son projet de loi sur l'assurance médicaments soit adopté? Et moi, ça, je pense que non. Vous savez, ce projet de loi est actuellement à l'étude au Sénat. Alors, on en a encore pour des semaines, sinon des mois, parce qu'on est à l'étape du rapport au Sénat et ça doit ensuite être adopté en 3e lecture et avoir la sanction royale. Donc, moi, j'ai l'impression que d'ici à Noël, peut-être, et je dis un peut-être en lettres majuscules, mais je ne crois pas que ça va être adopté avant Noël au mieux. Alors, je ne crois pas que d'aucune façon, le NPD va vouloir faire tomber le gouvernement parce qu'ils veulent attendre que ce projet de loi passe, parce que ce projet de loi, c'est leur carte de sortie vers la prochaine élection. C'est le sujet sur lequel on va marteler le plus lors de la prochaine campagne. Alors, vous savez, moi, des élections à l'automne, j'y crois pas 2 secondes. Ah, bien là, oui. Oui. Non, mais là, je comprends. Oui, je comprends ce que vous voulez dire. Effectivement, peut-être pas un supplice. Peut-être que justement, pour les libéraux, c'est très clair ce qui s'en vient avec cette lecture-là. On a entendu cette semaine aussi, et ça a causé de la surprise quand même, Marois Risky, au Québec, qui a annoncé d'emblée que dans 2 ans, elle ne se représenterait pas. Elle a parlé de ses raisons familiales, 2 jeunes enfants. Valérie, quand on entend ça quand même, on avait reçu, nous, en entrevue, Jocelyne Richer pour son livre, justement, Le sexe du pouvoir. Encore bien des femmes en politique québécoise, dans ce cas-ci, qui se sentent intruses et qui trouvent que, justement, la conciliation travail-famille, il y a encore bien du chemin à faire. Oui, malgré des projets, des progrès aussi. Il faut penser que c'est de moins en moins, on a tenté au fil des décennies de faciliter les mœurs politiques, parlementaires, les horaires, tout ça, mais ça prouve qu'il y a encore beaucoup de réflexion et une mère. Et ce qui ressort beaucoup aussi, c'est la manière. Elle a été très digne, Mme Risky. Elle a parlé, je pense, avec son cœur. C'était clair, c'était ferme. Et je pense qu'elle a beaucoup fait réfléchir aussi. Et on a envie de se dire, cette femme-là qui est tellement combative, elle le dit, elle n'a que 2 vitesses, donc complètement ou rien du tout. Donc, on comprend que tant qu'elle ne pas pouvoir s'investir à ce point à 100% dans sa famille et à 100% dans la politique, elle préfère quitter. Elle annonce à l'avance, avec élégance, là encore, pour visiblement ne pas non plus trop interférer avec la campagne à la chefferie de son parti, le Parti libéral. Mais ça fait vraiment réfléchir. Et moi, cette fois-là, j'ai trouvé que les réactions étaient particulièrement... Parce que ça vient d'elle, parce que c'est la manière dont c'est dit. On a vu beaucoup de gens, tout le monde était d'accord avec elle. Des hommes, des femmes ont dit « Ouais, c'est dur la politique, c'est dur concilier la famille. »
Et peut-être qu'il y aura une réflexion aussi élargie chez d'autres. Elle révèle quelque chose de réel du côté des élus. Mais définitivement, ça a permis justement d'avoir peut-être plus la conversation qu'elle voulait avoir en le faisant maintenant, parce qu'on aurait une discussion complètement différente si elle avait attendu que le chef soit choisi pour faire son annonce. Tout à fait. Ça a ouvert la porte à bien des hypothèses. Mais en terminant, Yves, j'aimerais vous entendre parce qu'on est à la veille du 7 octobre. Il y a beaucoup de manifestations qui sont prévues un peu partout dans le monde, mais notamment au pays. Qu'est-ce que vous pensez en rétrospective de la façon dont le Canada a navigué avec ce dossier-là, dossier infiniment délicat? Est-ce que vous trouvez que le gouvernement a fait ce qu'il fallait pour limiter les impacts sur le climat social, sur les divisions ici? La réponse est non, mais je vous dirais que de toute façon, c'est un dossier qui est perdant-perdant sur toute la ligne. Parce que dans ce dossier, les positions sont tellement polarisées que quoi que le gouvernement dise, quoi qu'il fasse, il va déplaire à un des deux camps ou, plus souvent qu'autrement, déplaire aux deux à la fois. Alors, il n'y a pas de façon de se sortir de dossiers aussi polarisants. Alors, tout ce qui reste à faire, c'est regarder et souhaiter que tout se passe bien, même si on sait que ça va être difficile. Yves Malo, Valérie Gaudreault, merci beaucoup. On se reparle dimanche prochain. Bonne semaine. Merci. Au revoir. À la semaine prochaine. Pour voir nos émissions en entier, rendez-vous sur la chaîne Ici RDI.